Bonjour tout le monde. Merci de nous donner le privilège de vous raconter un peu notre expérience, notre vécu lors de l'implantation du Kanban. Lorsqu'on s'est préparé, moi puis Anna, pour un peu préparer le contenu, on s'est posé la question, est-ce qu'on allait poser la fameuse question aux gens, qui d'entre vous connaissait le Kanban? Mais rapidement, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas nécessairement de connaître le Kanban comme tel, comme beaucoup mettent l'emphase sur les 4 facteurs clés qu'on va vous expliquer. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas nécessairement la démarche ou la méthodologie Kanban, vous allez voir, ce n'est pas nécessairement grave dans notre histoire. Premièrement, pour un peu nous expliquer notre mise en contexte, premièrement, je me présente, Marco Lapierre. Je suis employé de l'Autorité des marchés financiers depuis bientôt 15 ans. À l'époque de l'implantation du Kanban, j'étais du côté affaires. Donc, j'étais ce qu'on appelle le PO. Donc, j'ai participé avec l'équipe des technologies de l'information pour la mise en place. Puis, depuis bientôt 6 mois, je suis maintenant passé de l'autre côté de la clôture. Je suis rendu du côté des technologies au niveau de l'informatique. Je suis maintenant architecte d'affaires. Toi, Anna? Mon nom, c'est Anna Hernandez-Varron. Je suis la responsable de l'équipe de soutien applicatif à l'autorité depuis 4 ans, puis environ une dizaine d'années dans la consultation TI. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Autorité des marchés financiers, juste une petite mise en contexte. Donc, l'Autorité des marchés financiers, organisme gouvernemental qui, en gros, est la police des marchés financiers. Donc, nous avons 2 grands secteurs d'activité. Évidemment, on est un peu ce qu'on appelle la police. Donc, c'est nous qui s'assurons de la mise en application de la réglementation au niveau des services financiers, puis qui s'assure aussi du respect. Puis notre autre grand mandat qu'on a, qui est aussi super intéressant, c'est vraiment la protection du public. Donc, en gros, on est là pour un peu vous protéger tout le monde au niveau du secteur financier. L'Autorité des marchés financiers, c'est 2 sites. Donc, le siège social est à Québec. On a aussi un site à Montréal. Au-delà de 900 employés, pour vous situer un peu notre organisation. Donc, un organisme fusionné en 2004. Donc, ça fait maintenant plus de pratiquement 15 ans qu'on a été fusionné, 5 grands organismes. Donc, c'est un peu pour mettre notre mise en contexte de notre organisation. Pour ce qui concerne l'équipe de soutien applicatif, l'équipe est environ d'une vingtaine de personnes et elle s'occupe des 65 systèmes et applications informatiques. On a 65 dans des cadres plus patrimonial. On peut du AS400, on a du Access, on a du PHP. Tout ce qui est en train dans nos systèmes informatiques depuis plusieurs années. Et puis, les 35 c'est plus dans son cadre de développement TFS.NET. Et puis, près de 600 utilisateurs utilisent un CRM. Donc, comme je dis tantôt, on est à peu près une vingtaine de personnes dans l'équipe. Donc, l'implantation du Kanban. Donc, le but de la présentation aujourd'hui, de l'atelier, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, c'est vraiment de vous expliquer ou un peu vous mettre un peu à profit notre expérience, puis un peu notre vécu, nous vous donner un peu des exemples, ce qu'on a un peu vécu à travers cette démarche-là qu'on a entrepris, ça fait maintenant plus d'1 an. Donc, un des premiers facteurs clés qu'on veut mettre de l'avant, c'est vraiment le facteur, ce qu'on a voulu appeler donner un sens au changement. Donc, nous, cette démarche-là, elle est partie vraiment d'une situation où on a vraiment essayé de bien identifier la problématique de départ. Donc, pour nous, c'était très important dans cette démarche-là de vraiment savoir d'où on partait. Donc, c'était quoi la problématique? Nous, ce qu'on voulait corriger à l'origine, c'était vraiment dans le secteur du soutien applicatif, donc dans l'équipe de Anna à l'époque. Donc, c'était vraiment d'essayer de voir comment on allait pouvoir travailler de façon plus efficace, de façon plus rapide au niveau des biais, donc des incidents qui étaient soulevés par les utilisateurs. Donc, rapidement, on a ciblé la problématique, on a été en mesure d'identifier que, bon, on avait des enjeux de délai, on avait des enjeux de volumétrie de biais qui rentraient. Donc, pour nous, toute cette démarche-là, elle était très importante pour éventuellement arriver
à trouver la solution vers où on voulait tendre. Donc, pour nous, à travers cette démarche-là, à travers cette mise en situation de problématique, c'était évident pour nous qu'on devait aller vers la démarche Kanban, qui était vraiment de pouvoir rapidement, justement, être en mesure de prioriser plus efficacement, de pouvoir travailler sur un flux de travail, ce qu'on appelle de façon plus tirée, donc être en mesure de vraiment mieux accompagner les billets. Puis l'autre élément ou le dernier point au niveau du facteur qui est donné essence au changement, puis dans un atelier ce matin, on en a entendu parler brièvement, c'était important pour nous, du moins c'était notre expérience ou c'était notre vécu, c'était important que ce changement-là ou cette solution-là, elle vienne de la haute direction et elle soit transmise vers les opérations. Donc, que ce soit une situation, excusez l'anglicisme, mais top-down. Donc, pour nous, c'est sûr que dans notre organisation, c'était un peu facile d'une certaine façon parce qu'on était capable rapidement de s'associer à notre plan stratégique au niveau de l'autorité des marchés financiers. Par contre, vous, dans un contexte peut-être de plus petits organismes ou plus petits secteurs d'activité, il y a toujours une façon de s'accrocher à quelque chose qui nous permet vraiment que de la haute direction à l'utilisateur le plus sur le plancher, si vous voulez, que ce soit vraiment quelque chose qui soit transversal au niveau de l'organisation. Donc, une fois compris que, oui, on s'est trouvé dans une situation problématique, puis on s'est trouvé avec l'appui de la gestion pour créer l'adhésion, il faut quand même rester modeste pour être accompagné dans toute la démarche. C'est très important se faire accompagner, avoir une vision en dehors de ce qu'on est en train de travailler, c'est très important. C'est aussi où que nous amène à poser un diagnostic. C'est notre première étape. Il faut qu'on soit prêt à écouter tous les résultats de ce diagnostic-là. Donc, il faut rester ouvert. Il faut faire des entrevues avec les gens de l'équipe, les gens qui collaborent avec l'équipe, donc toutes les parties prenantes. La prochaine étape, c'est faire des kaizen. Pour décider comment on va travailler, il faut impliquer encore là les parties prenantes. Donc, il faut décider ensemble comment on va travailler. En ayant l'adhésion de tous, la participation de tous, il faut prendre le temps pour le faire. C'est là que les gens vont adhérer. Une troisième étape dans notre démarche, c'est vraiment clé que vous assurez la pérennité. Toute démarche, toute implantation, toute transformation, il ne va pas avoir une continuité si vous donnez ce mandat-là à des gens internes pour qu'ils puissent assurer la pérennité. Donc, engager des agents de changement interne, assurer que la relève soit présente. Ça, c'est vraiment important dans cette démarche-là. Donc, Anna, si je résume bien ton point, l'accompagnement par les experts, puis le fait de rester modeste dans la démarche. Et voilà. Troisième facteur, une fois dans l'action, c'est l'affaire de tous. C'est pas, ça peut paraître bien simple, cette affirmation-là, mais c'est primordial. Donc, il faut absolument que l'équipe soit vraiment partie prenante de cette solution-là. Donc, au départ, une des premières choses qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il ne faut pas essayer d'être parfait dans cette démarche-là. Donc, il faut rapidement être en mesure de mettre la solution de l'avant. Puis, en cours de route, c'est de savoir s'adapter, c'est de comprendre que oui, c'est pas parfait, oui, on peut moduler la solution, puis c'est pas grave, c'est pas négatif. C'est même intéressant pour l'équipe de pouvoir participer à l'évolution de ce facteur-là ou de ce changement-là. Donc, par exemple, au début, nous, à l'AMF, dans l'équipe de soutien applicatif de Anna, le nombre de billets ou d'incidents qui étaient en cours, donc on parlait de plus ou moins 95-100 billets, donc que les gens dans l'équipe devaient manipuler, devaient corriger, si vous voulez, ou devaient mettre en application. Puis, fort est de constater que maintenant, depuis plus d'1 an, qu'on a mis la démarche Kanban à l'autorité, l'équipe de Anna va plutôt travailler sur une douzaine de billets à la fois. Donc, vous voyez qu'il y a eu de l'évolution dans cette démarche-là. Suite à ce point-là, donc le deuxième élément ou le deuxième point d'importance, c'est vraiment, nous, on avait un défi de priorisation.
ça, je pense que ce n'est pas nécessairement spécifique à nous. À l'Autorité des marchés financiers, on avait plusieurs secteurs d'activité avec plusieurs besoins, avec plusieurs incidents. Donc, la priorisation, premièrement, souvent était faite du côté des technologies de l'information. Donc, c'était eux souvent qui arrivaient avec des solutions, puis souvent, les gens au niveau technique, du côté affaires, leur disaient un peu le pace ou le pas, excusez, à aller de l'avant. Donc, pour nous, c'était vraiment d'essayer d'arriver dans une optique où, premièrement, au lieu d'avoir plusieurs sources de priorisation, on allait pouvoir un peu focusser ou orienter la prise de décision vers une personne. Puis aussi, c'était vraiment de transposer la priorisation du côté des technologies de l'information vers le côté affaires. Donc, c'était vraiment un changement de culture au niveau de notre organisation. Puis, fort de constater que ça avait quand même bien marché dès le départ, parce que c'était moi à l'époque qui faisait un peu l'office de product owner, si vous voulez, de PO. Troisième élément ou troisième défi qu'on avait aussi à combler dans cette mise en application-là, c'était vraiment au niveau des urgences. Donc, nous, évidemment, tout semblait être urgent pour les gens, pour les utilisateurs. Puis, c'était pas évident dès le départ d'avoir une vue d'ensemble puis d'avoir les bons critères de priorisation. Donc, au départ, quand on a commencé à mettre ça en place, on avait ce qu'on appelait les biais jaunes, les biais rouges. Je pense que vous comprenez que les rouges étaient plus prioritaires que les jaunes. Donc, en cours de route, on avait arrivé avec une situation où on introduisait un nouveau type de billet qui était un peu les mauves, qui était un peu la voie rapide, le fast track. Mais finalement, tout le monde avait un peu utilisé cette voie rapide-là. Donc, avec cette mise en contexte-là, avec cette mise en application-là, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas une bonne situation, ce n'était pas une bonne solution d'arriver avec une complexité supplémentaire. Donc, on est revenu à ce qu'on avait mis à la base comme idée, donc de gérer vraiment les billets rouges et les billets jaunes, puis vraiment plus d'y aller en mode communication, d'expliquer vraiment aux gens comment prioriser, c'est quoi les éléments, c'est quoi les critères de priorisation. Donc ici, ce que je veux vraiment vous expliquer, c'est vraiment que c'est pas grave. C'est pas grave d'essayer de changer les choses, puis finalement se rendre compte que ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est vraiment de l'expliquer, de vraiment le communiquer correctement aux équipes. Puis avec le temps, les gens comprennent de mieux en mieux qu'est-ce qu'il y en est, de ce que l'on tente de faire, en quelque sorte. Donc, Marco, si tu viens, c'est ce que je comprends de ce que tu viens de nous dire, c'est une démarche d'apprentissage. Donc, oui. C'est ce qu'on vient d'écouter, c'est des expériences qu'a eu l'équipe. Ça nous amène à notre troisième facteur, que c'est garder une amélioration continue, donc implanter une culture d'amélioration, mais c'est très important qu'elle soit soutenable pour tous. On peut avoir des rushs, on peut avoir des pics, on peut avoir des go à donner, mais c'est important qu'on revienne à une vélocité que les gens et l'équipe puissent soutenir. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui arrive? On s'essouffle rapidement et puis les gens, on perd l'adhésion, on perd la crédibilité et c'est pas acceptable pour personne. Donc, il faut que tous les changements qu'on vient d'entendre, comme Marco le disait, ça fait un peu plus qu'un an qu'on a implanté les Kanban dans l'équipe. Et donc, c'est ce que ça nous permet de voir, c'est qu'il faut laisser les changements vivre. On fait des implantations, on implante quelque chose de nouveau, on va les laisser vivre. On va les vivre, on va les voir, puis après ça, on va faire nos constats. C'est important que tous ces changements-là viennent de l'équipe. Pourquoi? Parce que ça va être pour l'équipe. C'est aux autres qui vont l'implanter, c'est aux autres qui vont les faire vivre puis les faire progresser ou évoluer. C'est important que dans tous ces changements-là, l'équipe soit écoutée. Donc, l'intelligence collective, tantôt on a assisté à une autre conférence, puis c'est la base. Les gens, c'est avant tout des humains. Donc, c'est sûr que tous les apports que les gens vont donner, c'est ça qui donne la valeur, puis les gens vont adhérer beaucoup plus facilement sinon. C'est ce qui est important, puis c'est pas négligeable. On travaille dans des équipes avec des personnes. Tantôt, les conférenciers, c'est ce qu'ils disaient. On est des humains. Là. On a notre côté rationnel, mais notre côté aussi personnel et émotif. Donc, tous ces changements-là, il va avoir un impact sur les gens de l'équipe.
il ne faut pas les négliger. C'est vraiment des choses qui peuvent ressortir, des choses qui ils vont être un petit peu plus difficiles à gérer. Ce n'est pas tout le monde qui peut adhérer facilement. Des fois, c'est des gens qui vont simplement ne pas embarquer dans cette aventure-là. Donc, ça, ce n'est pas à négliger. Il faut les écouter. Puis, il faut simplement mettre tous les moyens nécessaires pour les adresser. Les résultats après 1 an, parce que grosso modo, cette démarche-là a été introduite à l'autorité, ça fait pratiquement une quinzaine de mois, 15 mois environ. Donc, après 1 an de mise en application, donc le contrôle des éléments en cours. Je vous l'ai expliqué un peu tout à l'heure. Donc, on est passé d'une 95 éléments à maintenant aujourd'hui une 12aine d'éléments. La prise en charge garantie. Donc, au départ, nous, ce qu'on avait, ou le conflit qu'on avait à gérer, c'est qu'on était dans une situation où il y avait beaucoup de billets qui étaient pris en charge. Donc, l'équipe de Anna rapidement pouvait prendre en charge les éléments. Par contre, ce qu'on se rendait compte, c'est que la durée était énorme. Donc, on pouvait parler de plus de 100 jours, 200 jours, 300 jours pour pouvoir répondre à un besoin. Et souvent, ce que ça faisait, c'est qu'au niveau de l'équipe ou au niveau des analystes, bien, le même problème pouvait passer de 1, 2, 3, même 4 analystes. Donc, l'utilisateur, lui, il avait raconté son histoire à 1, 2, 3, 4 reprises. Donc, ça venait un peu frustrant pour un peu tout le monde. Donc, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que cette prise en charge-là, elle est garantie d'une certaine façon parce qu'il y a une 12aine d'éléments. Je veux dire, c'est un élément par analyste à la fois. Donc, c'est plus facile de pouvoir accompagner l'utilisateur. Augmentation de la productivité de plus de 70%. Encore une fois, je vous répète, c'est un cas vécu, c'est quelque chose qu'on a vécu chez nous. Donc, on est passé de 95 éléments à une 12aine d'éléments. Donc, pour l'organisation, c'est vraiment visible, c'est concret. Les gens le voient qu'on est capable, au niveau de l'équipe de soutien applicatif, de pouvoir travailler évidemment en volumétrie, mais aussi de façon plus efficace. Puis, il y a aussi au niveau de la stabilité de l'équipe. Nous, ce qu'on vivait chez nous à l'interne, c'est qu'on se rendait compte que les gens quittaient l'équipe de soutien applicatif pour plusieurs raisons, parce que finalement, c'est ça, trop de choses qui étaient moins bien attachées, trop d'éléments, des choses débutaient, ne finissaient jamais, donc les gens étaient beaucoup plus découragés. Par contre, maintenant, fort est de constater, au niveau de l'équipe à Anna, l'équipe est beaucoup plus soudée. Même souvent, les gens veulent me faire partie de l'équipe de soutien applicatif parce que, bon, c'est très, très enrichissant et très... Très amusant. Très amusant. Donc, en conclusion, Anna? En conclusion, on peut dire qu'effectivement, le Kanban est venu nous donner un moyen de résoudre nos problématiques, mais aussi les adresser, puis former des équipes beaucoup plus engagées. On a donné un sens au changement, ça c'est très important, comme Marco l'a expliqué tantôt. Il ne faut pas négliger que l'accompagnement d'un expert est très important aussi. C'est l'affaire de tous, les parties prenantes, tous les collaborateurs, on veut créer l'adhésion. Donc, tout le monde doit être impliqué. Puis, il ne faut pas oublier d'avoir une amélioration continue. Ça, c'est juste un début. Le meilleur est à l'avenir. Alors? Puis, au final, ça marche? Et voilà. Donc, si vous avez des questions, nous, on serait prêts à répondre. Bon, c'était clair pour tout le monde. Tu veux ajouter quelque chose, Marco? Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai une question. De quelle façon vous avez utilisé l'outil Kanban versus d'autres outils qui étaient peut-être à votre disposition? Tu parles des outils informatiques pour l'implantation? Non, je parle de l'outil de pour le Kanban. résolution de problème. Kanban versus Scrum, par exemple, ou Scrumban. Bien, nous, à l'époque, c'est sûr qu'il y avait 2 éléments qu'on voulait combler d'une certaine façon. Donc, comme je l'ai un peu rapidement expliqué au départ, c'était toute la notion de flux tiré, donc d'être en mesure d'avoir une démarche qui pouvait nous démontrer les billets, si vous voulez, qui pouvaient être pris au niveau de l'équipe. C'était tout aussi la notion de priorisation. Nous, c'était deux éléments dans l'identification de la problématique. Au départ, c'était 2 éléments qui étaient ressortis. Donc,
cette espèce de complexité-là au niveau de la priorisation, bon, c'était quelque chose qui était moins du côté affaires. Puis on arrivait avec plusieurs personnes qui pouvaient prioriser. On n'avait pas nécessairement de critères globaux ou des critères qui étaient vraiment plus transversales au niveau de notre organisme, notre organisation. Donc, c'était vraiment, la base, c'était vraiment ces deux éléments-là. Puis un peu dans la démarche ou dans les outils qu'on pouvait retrouver à gauche et à droite, nous, c'était vraiment la lumière à s'est faite au niveau du Kanban à cause de ces deux éléments-là. Merci. OK. Oui? En fait, vous disiez tantôt que vous étiez après 1 an d'implantation. Oui. Donc là, vous avez réglé vos problèmes initiaux. Oui. C'est quoi maintenant vos défis après 1 an dans l'équipe? Ben, oui, ça fait un peu plus d'1 an qu'on l'a implanté, mais les défis maintenant, c'est la réception des nouveaux projets. Parce qu'à l'interne, dans l'équipe, on s'est donné quand même un cadre à respecter. Donc ça, c'est à partir de l'implantation, ça marche, puis c'est tous les résultats qu'on a aujourd'hui. Par contre, on a quand même toute l'équipe de développement qui livre les projets en production, puis qui passe en phase des soutiens, des entretiens des systèmes. Donc pour l'instant, c'est cette partie-là qu'on est en train de travailler. Donc, pour nous autres, cette transparence-là, que la transition soit faite beaucoup plus calme et beaucoup plus harmonieuse entre les deux façons de travailler. Donc, oui, des défis, il y en a. 2 autres défis que je peux peut-être ajouter, c'est vraiment un défi de communication. Encore une fois, c'est toujours ce qu'il faut garder en tête, puis c'est vraiment de garder l'équipe au centre de tout. Donc, c'est vraiment de pouvoir mieux communiquer l'information. Donc, c'est sûr que nous, puis ça revient un peu au point qu'on vous a mentionné tout à l'heure, c'est de pas essayer d'être parfait dès le départ. Nous, on a mis quelque chose en place. Puis, par la suite, c'est vraiment d'essayer de mieux communiquer ça, de rendre l'information plus rapide aux gens. Ça, c'est un autre défi. Puis, l'autre défi aussi qu'on a puis qu'on va devoir attaquer, c'est vraiment au niveau de la réception des incidents. Donc, c'est de s'assurer ou de trouver une façon pour que ça soit mieux documenté, que ça soit mieux compris, que le besoin ou la problématique soit mieux identifiée dès le départ, parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est malgré tout ça, malgré ce qu'on a mis en place, c'est que souvent, on a des pertes de temps ou on a beaucoup de va-et-vient avec les utilisateurs pour pouvoir vraiment mieux cerner la problématique ou l'incident ou la demande. Donc ça, au niveau de la communication, puis vraiment de mieux cibler la problématique, c'est ça les enjeux qui nous restent à faire là, de façon là, très concrète là, dans cette démarche-là. Ça répond à ta question? Oui, je me demande juste, est-ce que vous voyez encore Kanban comme étant capable de vous aider dans justement régler ces enjeux-là, ces défis-là? Pour ce qui concerne la transition, oui, puis la communication s'applique complètement. Là. Je reviens juste pour un peu tout à l'heure aussi, quand je vous ai exprimé que nous, c'est pas nécessairement un enjeu, mais c'est notre vécu, c'est sur 2 sites. Donc, c'est sûr que je reviens à mon point sur la communication. Donc, d'être en mesure d'être en temps réel, d'être plus transparent au niveau des utilisateurs, donc que ce soit à Québec ou à Montréal, parce que notre autre site est à Montréal. Donc, être en mesure de pouvoir plus rapidement, par exemple, aussi simple que ça, de pouvoir rendre visuel ou visible l'information ou les incidents qui rentrent aux utilisateurs. Donc, ça, c'est un défi. Puis, justement, à travers le Kanban, on va essayer de pouvoir le plus efficacement rendre ça accessible aux utilisateurs. C'est bon, merci. Bienvenue. Bonjour. Oui. Bonjour. Désolé. Il y a plusieurs façons de mesurer la productivité. J'aimerais savoir quelles métriques est-ce que vous savez mesurer justement pour déterminer que vous êtes plus productif maintenant. À ce niveau-là, c'est sûr que, comme a dit Marco, c'est sûr que pour un Kanban, la partie qui est des bases, c'est les éléments en cours. Donc, évaluer, c'est sûr que, comme on disait tantôt aussi, on avait un cadre quand même déterminé des types de demandes qu'on prenait en charge. Donc, c'est sûr qu'en ayant ce cadre-là, il y a des demandes rapidement qui peuvent rentrer dans notre équipe et d'autres non. Donc,
pour traiter des demandes avec cette particularité-là, on pourrait déterminer la capacité de l'équipe en fonction des activités de l'équipe, parce qu'il faut mentionner aussi que pourquoi on a choisi le Kanban, c'est parce que c'est aussi une méthode qui nous permettait de ne pas bousculer toute notre équipe et les équipes avec lesquelles on faisait affaire. Donc, on reste quand même les mêmes équipes. On détermine un cadre, puis on établit avec les Kanban les WIP, les travaux en cours, et puis aussi les temps qu'on se donne pour sortir les billets. Les nombres de billets qui sont livrés aussi, on se donne une définition, comme tout le monde connaît, déterminée. Et puis, cette quantité de billets-là qu'on accumule pour faire une livraison, ça nous permet de comparer ce qu'on avait avant pour ce qu'on a aujourd'hui. Donc, la durée, la prise en charge des billets en cours et la quantité de billets livrés, ça nous permet facilement de déterminer nos métriques. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est bon. Merci. OK. Merci. Avez-vous d'autres? Alors, merci tout le monde. Merci à tous. Bon dîner.